Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin, séance d'échange entre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et les autorités béninoises. L'émissaire des Nations Unies est à Cotonou pour apprécier les efforts du gouvernement du Bénin, du président Patrice Talon en matière de sécurité routière. Sur la base des statistiques présentées à Jean Todt, le Bénin a fait d'énormes progrès dans la réduction des accidents de la route grâce à ces réformes. Les détails dans un instant. Et puis au lendemain de la levée des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a accordé une interview exclusive au journal L'Enquêteur du Niger, diffusée le vendredi 1er mars 2024. C'est une déclaration. Dans cette déclaration, l'autorité justifie la levée de ces mesures par l'organisation sous-régionale. Le chef de la diplomatie béninoise nourrit l'espoir que durant la période du jeûne musulman qui s'ouvre bientôt, les peuples frères du Niger et du Bénin travailleront à tourner cette page de crise. Dans ce journal, la teneur de son message. Nous parlerons également de la grande rencontre des communautés Peul des départements du sud et du centre du pays. L'initiative fait suite à la tournée effectuée par le chargé de mission du président de la République auprès des éleveurs de bovins en vue de la vulgarisation du code pastoral et des décrets de mise en application y afférentes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Séance d'échange entre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et les ministres du développement, de l'intérieur, de la sécurité et de l'enseignement supérieur. L'émissaire des Nations Unies est à Cotonou pour apprécier les efforts du gouvernement du président Patrice Talon en matière de la sécurité routière. Sur la base des statistiques présentées à Jean Todt, sur place, le Bénin a fait d'énormes progrès dans la réduction des accidents de la route. Grâce à ces réformes, le gouvernement a donc été félicité et encouragé à poursuivre ses actions pour mieux protéger les populations. La séance s'est déroulée au cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le point avec Idrissou Boukari. Le problème suivant, c'est une fois qu'il y a les casques, c'est s'assurer que ce soit de bons casques. Au cœur de cette séance d'échange entre trois ministres du gouvernement et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, la question de la sécurité routière. Le dernier rapport de situation 2023 sur la sécurité routière dans le monde montre que depuis 2010, le nombre de décès dus aux accidents de la route a diminué de 5% pour se stabiliser à 1,19 million par an. Les accidents de la route sont, selon Jean Todt, l'une des causes de la mortalité dans le monde, surtout dans le rang des jeunes. Pour inverser la tendance, plusieurs mesures doivent être prises selon l'Organisation mondiale. C'est l'éducation, l'application des lois, et ça j'insiste, c'est très important, parce que s'il n'y a pas d'application des lois, je parle devant le ministre de l'Intérieur, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut ce qui s'appelle la peur du gendarme, c'est indispensable. Ensuite, la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours. Depuis quelques années, le gouvernement a fait de la réduction des accidents de la route l'une de ses priorités. Depuis le vendredi 1er mars 2024, la police républicaine a démarré la répression des infractions liées au non-respect du code de la route, à savoir l'excès de vitesse, le non-port de casque, les surcharges, le non-respect des couloirs de circulation. Et voici le casque homologué et recommandé par les Nations Unies pour mieux protéger les usagers en cas d'accident. Un casque ventilé respectant les normes et qui coûte moins de 15 000 francs CFA. Nous sommes d'abord à l'étape du contrôle du port de casque. Je crois que désormais nous allons passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la qualité du casque qui est porté. Je crois que par rapport au port de casque, il y a quand même une avancée remarquable sur toute l'étendue du territoire national, parce que les contrôles se font et les citoyens de plus en plus comprennent que désormais, quand on roule à deux roues, on doit avoir un casque. C'est vrai, nous avons fait des progrès, pas pour atteindre les ODD. Sur les 10-20 dernières années, nous avons réduit suffisamment le nombre de décès sur les routes. Mais nous restons encore, ces dernières années, un des pays où la mortalité est la plus élevée dans le monde. Pas en Afrique seulement, dans le monde. Et donc c'est un grand enjeu pour notre gouvernement de nous attaquer à ça.
Conscient que le mauvais état de la route constitue l'une des principales causes des accidents, le gouvernement a énormément investi dans la réalisation des infrastructures routières dans les grandes villes du pays. Ces efforts ont été salués par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a réaffirmé l'engagement de l'Organisation mondiale à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité routière. Et parlant toujours de sécurité routière, les États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge Corporation, viennent de lancer un projet de classification et de reclassification du réseau routier du Bénin, une séance de travail qui s'est déroulée ce lundi à Cotonou. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Esther Toffa. Il s'agit d'une activité prévue à l'ordre des réformes politiques et institutionnelles sur l'entretien des routes au titre du dernier compact régional du Millennium Challenge Corporation dont a bénéficié le Bénin. Le projet de classification du réseau routier et interurbain du Bénin a été officiellement lancé dans la matinée de ce lundi à Cotonou en présence de toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites au Bénin depuis longtemps, mais nous devons définir une stratégie de l'entretien de ces différentes infrastructures. Et pour pouvoir entretenir quelque chose, il faut savoir ce que vous voulez entretenir. Si je vous dis de venir entretenir régulièrement ma maison, je dois au minimum vous dire qu'il y a un jardin, 3 chambres, un salon, etc. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous essayons de classifier ou reclassifier le réseau routier du Bénin. Le rôle des États-Unis, c'est un rôle de financement, aussi un rôle de conseil, un rôle de soutien technique, mais il est important de remarquer aussi que le gouvernement partage le financement autour de plus de 50%. C'est le consultant français Aegis Ville et Transport qui a été sélectionné pour piloter le projet qui va durer 13 mois. Ça va passer par un diagnostic de l'existant, d'une définition, d'une nouvelle définition des critères de classification et enfin d'un géoréférencement des routes, des nouvelles routes à classer et de la mise à jour de ce décret, de ce décret 2001. Donc voilà, on va finir ce projet par ce nouveau décret à la fin des 13 mois du projet. Le Bénin entend pleinement jouer sa partition dans la concrétisation de ce projet qui va permettre à chaque citoyen de maîtriser son patrimoine routier. La partition, c'est d'accompagner le consultant à réussir sa mission à travers la mise à sa disposition des informations dont il a besoin et de nos expériences. Nous avons aussi une banque de données routières qui est une banque dynamique, une banque de données qui est web, que nous allons aussi mettre à la disposition des consultants et nous rendre également disponibles pour répondre à toutes les préoccupations. Pour rappel, la dernière classification routière du Bénin remonte à 23 ans. Cette reclassification va donc renvoyer au mieux l'image du patrimoine routier béninois. Au lendemain de la levée des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a accordé une interview exclusive au journal L'Enquêteur du Niger, diffusée le vendredi 1er mars 2024. C'est une déclaration dans laquelle l'autorité justifie la levée de ces mesures par l'organisation sous-régionale. Le chef de la diplomatie béninoise nourrit l'espoir que durant la période du jeûne musulman qui s'ouvre bientôt, les peuples frères du Niger et du Bénin travailleront à tourner cette page de crise. Voici un extrait de sa déclaration. Nous allons dans quelques jours entrer dans le mois sacré du Ramadan. C'est un mois important pour nos peuples, de part et d'autre de la frontière. C'est le mois de repentance, c'est le mois aussi du pardon, c'est le mois de la reconnexion, de la dévotion en fait. Et moi, mon appel, c'est vraiment que pendant ce mois, nous puissions profiter de ce mois pour rebâtir, retisser les liens et faire en sorte que ce qui ne peut pas être coupé puisse être renforcé. Tout le monde a été impacté. Tout le monde a été impacté de quelque manière que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont leur famille
qui est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens où c'est le père qui est nigérien, la mère qui est béninoise, où les deux sont... Donc tout le monde a été impacté d'une manière ou d'une autre. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce que nous faisons pour que, après cette décision essentielle, importante, prise par les chefs d'État, que nous avons souhaité, que le président Talon a porté, il l'a annoncé publiquement, avant même le sommet des chefs d'État, et il a œuvré pour cela. Comment est-ce que nous faisons pour que, maintenant que les frontières sont ouvertes, maintenant que les sanctions sont levées, comment est-ce que nous faisons pour construire l'avenir? Et justement, dans le cadre de l'exportation du pétrole brut du Niger à travers le territoire béninois, une délégation des services des douanes nigériennes est en séjour au Bénin. Cette mission est appelée à préparer le terrain en termes de modalités de présence permanente des agents des douanes au Niger, du Niger au Bénin pour ces opérations de transit. Les décisions issues des travaux seront soumises aux autorités des deux États. Voici le compte rendu de la première séance de travail tenue ce lundi. À la demande des autorités douanières du Niger, cette mission de 5 jours auprès des responsables de la douane béninoise se tient exclusivement dans le cadre de l'opérationnalisation du transport du pétrole brut nigérien par le territoire du Bénin. La mission vise à explorer, avec les services techniques nationaux, les contours juridiques et matériels de cette ambition. Ceci, quelques heures seulement après la mise en service du méga-oléoduc reliant le Niger et le Bénin. Il y a eu un comité qui a été fait avec les autres officiers, avec l'équipe WAPO, sous la présidence du colonel Issa Idrissou. Et on a travaillé et on attendait les douanes nigériennes pour l'aboutissement de tout ce travail qu'on a fait et pour l'harmonisation de nos procédures afin que ce projet soit effectif et que l'opérationnalisation de ces activités dans le cadre du projet Pipeline WAPO soit effective ici au site Sémé. Les conclusions vont permettre d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger sur le territoire béninois dans le but de délivrer les documents d'exportation de l'hydrocarbure. La délégation de la mission nigérienne est composée des responsables douaniers, des agents de la société chargée de l'exportation du pétrole brut et de certains responsables de la représentation diplomatique à Cotonou. Cette phase est d'une importance hautement stratégique aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays de départ des exportations. Je veux dire combien nos administrations douanières gagneraient en créant une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut pour les meilleures conditions, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels nos deux pays ont adhéré. Nous savons que nos autorités au plus haut niveau tiennent à ce que ces opérations d'exportation se fassent en bon ordre. C'est pourquoi je me permets le devoir de vous rassurer que toutes les options seront étudiées afin de parvenir à un résultat à la hauteur des attentes. Dans le cadre de cette mission, une visite sur le site de Sémé et des rencontres avec les intervenants sur la plateforme d'exportation sont prévues. Autre volet de l'actualité nationale, le professeur Dandi Nyamou prend officiellement les rênes de la Haute Cour de justice. Élue le 1er mars 2024, la nouvelle présidente de l'institution républicaine est installée dans ses fonctions à Porto Novo. C'était à travers une cérémonie empreinte de solennité. Nous allons suivre. Dandi Nyamou, nouvelle présidente de la Haute Cour de justice, prend ainsi les rênes de l'institution des mains de son prédécesseur Cécile Marie-Josée de Dravo-Zinzinoui. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres de son gouvernement en cas de manquement à leurs devoirs. Madame la présidente de la Haute Cour de justice, je voudrais vous exprimer ici solennellement toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de la Haute Cour de justice. L'unanimité faite autour de votre personne ne traduit que trop cette renommée qui fait de vous une femme méritante et pétrie d'expérience,
capable de relever maints défis dans le plus grand calme, la plus grande sérénité, le tout n'excluant point la fermeté quand les circonstances l'exigent. Dandy Nyamou a pris la mesure de la mission qui l'attend à la Haute Cour de justice, une institution qui malheureusement, depuis 34 ans qu'elle existe, n'a jamais eu du grain à moudre. La faute aux tests qui la gouvernent et qui rendent impossible son opérationnalisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avec l'ensemble des juges, questionner sans complexe notre place dans l'environnement institutionnel, notre capacité à rendre possible la fin du règne de l'impunité ou, à tout le moins, du sentiment d'impunité des plus hauts responsables de notre pays. Je sollicite pour cela le soutien de l'Assemblée nationale pour que le credo de chacun des députés, et particulièrement du président de l'Assemblée nationale ici présent, pour la lutte contre l'impunité soit une réalité. C'est à l'Assemblée nationale que revient la mise en mouvement de l'action publique. C'est à l'Assemblée nationale qui revient le droit de poursuite. C'est elle qui autorise la mise en accusation. Et c'est encore elle qui peut porter et valider les réformes au sein de la Haute Cour de justice. Sans eux, sans vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons rien. À noter que la Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Parlons à présent de la grande rencontre des communautés Peul des départements du sud et du centre du pays. L'initiative fait suite à la tournée effectuée par le chargé de mission du président de la République auprès des éleveurs de bovins en vue de la vulgarisation du code pastoral et des décrets y afférents. À l'issue des échanges, plusieurs doléances ont été formulées afin de mettre fin à des conflits aux conflits enregistrés entre éleveurs et agriculteurs dans leurs différentes localités et de Provence. Imet Hélène Moussou pour plus de précisions. Des délégations de communautés Peul venues des 8 départements du sud et du centre du pays. Toutes prennent part ici à Dassa à une séance d'échange avec le chargé de mission du président de la République auprès des éleveurs de bovins. La rencontre a servi de cadre pour faire la synthèse de la tournée de vulgarisation du code pastoral ainsi que le décret portant modalités d'exercice de la veille pastorale au Bénin. Dassa constitue une commune où il y a assez de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais j'espère qu'au décours de cette rencontre, des solutions pratiques seront retenues pour que l'année 2024, il y ait moins de conflits. Nous voyons tous qu'il y a l'obstruction des couloirs de passage des animaux, également l'obstruction des voies d'accès aux points d'eau ou d'abreuvement des animaux, qui engendre la divagation des troupeaux d'animaux lors de leur passage et par conséquent la destruction des cultures des agriculteurs. À l'entame des travaux, les participants aux assises ont tenu à exprimer leur gratitude au gouvernement pour les efforts consentis dans le domaine de l'élevage. De mémoire d'homme, c'est la première fois qu'un président de la République s'est occupé de l'activité pastorale comme on n'en a jamais vu. C'est la première fois que les préoccupations de la communauté Peul ont été prises en compte par le gouvernement. Tout en s'accordant sur la pertinence des tests qui régissent désormais le secteur, il relève tout de même quelques insatisfactions auxquelles s'ajoutent d'autres faits et agressions dont ils sont victimes. Saisissant l'opportunité de ces échanges, ils ont exprimé leurs inquiétudes et formulé certaines doléances. La rélecture du décret numéro 2023-303 du 7 juin 2023 portant modalité de la veille pastorale tenant compte des préoccupations des éleveurs pour une meilleure cohabitation sociale. L'application effective du décret numéro 2023-344 du 31 août 2023 interdisant les déguerpissements des éleveurs. Réviser les procédures d'obtention du certificat national de transhumance en impliquant les organisations professionnelles d'éleveurs. Faciliter la procédure d'obtention des ADC par les éleveurs en tant que propriétaires terriens
prendre en compte l'élevage dans les schémas directeurs d'aménagement des communes. La cohésion, c'est la meilleure solution, qu'on puisse s'entendre. Donc il faut que l'État prenne des dispositions pour qu'on puisse avoir des choses qui peuvent nous permettre de vivre ensemble sans qu'il n'y ait des choses. Et pour terminer, je voudrais demander aux autorités de revoir, parce que nous avons des intermédiaires qui créent tous les problèmes impossibles dans ce pays-là. Rassurés déjà de ce que leur plaidoyer aura un écho favorable, ces éleveurs réitèrent leur soutien ainsi que leur reconnaissance au gouvernement, de même qu'à son chef. Annoncé il y a quelques semaines, la commune de Djougou n'a pas été épargnée par l'opération de répression contre les usagers peu respectueux du code de la route. Positionnés sur les grandes intersections de la ville, les éléments de la police républicaine ont pu mettre la main sur des motocyclistes indélicats qui méprisent les règles élémentaires du code routier. Cette phase répressive est conduite de main de maître par le commissaire-major de la police Laoganero Adjiba, commissaire central de la ville de Djougou. Je vous laisse suivre. Prévu pour le 1er mars sur toute l'étendue du territoire national, c'est ce lundi qu'a démarré la répression sur les infractions du code de la route à Djougou. Déjà à 9h, on pouvait constater la présence des éléments de la police républicaine aux différents carrefours stratégiques de la ville. Après plusieurs mois de sensibilisation de la direction, on est actuellement à la phase répressive. La phase de répression est accompagnée également de la sensibilisation. Nous les sensibilisons que non seulement le conducteur doit être porteur de casque, mais aussi et surtout la personne remorquée. Pourquoi? Parce qu'en cas de survenance d'un accident de la circulation, le seul casque là ne pourra pas secourir toutes les personnes qui sont à bord de la moto. Quand les usagers ne sont pas porteurs de casque, il y a beaucoup de cas de traumatisme crânien quand vous allez dans les centres hospitaliers de nos jours. Voilà c'est pourquoi le gouvernement, à travers la direction générale de la police républicaine, a pris la décision de pouvoir obliger les citoyens, nos concitoyens, à porter le casque afin de réduire un tant soit peu les risques de traumatisme crânien. Pour cette première journée de verbalisation, plusieurs motocyclistes indélicats sont tombés dans les mailles de la police républicaine. Parmi eux, ces jeunes en provenance du Nigeria. On vient du Nigeria. Bon, alors on n'est pas informé, on ne savait pas qu'on porte. Celui que tu remarques, il doit avoir casque. C'est difficile parce qu'on n'avait pas gardé l'argent en venant. Donc on est venu tomber dedans. On nous a arrêté, problème des casques. Nous qui conduisons les motos, on est porté des casques. Et ceux qu'on a remorqués, ils n'en ont pas. Donc ça coûte, on nous a arrêtés. On ne savait pas que les gens qu'on a remorqués là, ils doivent porter des casques. Au niveau des conducteurs des véhicules, il est procédé à la vérification systématique de la conformité des pièces. Au cours de cette mission républicaine, un point d'honneur est mis sur les règles d'éthique et de déontologie. Au niveau des conducteurs de véhicules, on contrôle, je dirais, la conformité de leurs pièces. Il y a la taxe sur les véhicules à moteur, TVM, il y a l'assurance, il y a la visite technique. Mais c'est principalement axé sur le non-port de casque, l'opération d'aujourd'hui. Il y a toujours des officiers qui conduisent les opérations pour éviter non seulement les cas de rançonnement, mais de surcroît pour essayer de recadrer certains de nos éléments, peut-être qui vont se permettre des cas d'excès de zèle, on ne sait jamais. Il y a un lien qui est prévu pour les usagers interpellés et à travers ce lien, ils peuvent payer directement au trésor. Le commissaire central de la ville de Djougou, qui dirige cette opération de main de maître, appelle les usagers de la route à se conformer à la réglementation qui exige le port obligatoire de casque, qui réduirait considérablement le risque de traumatisme en cas d'accident. Donc, ce que nous faisons, c'est pour votre intérêt, c'est pour la sécurité. Donc, vous êtes déjà en infraction, vous allez pouvoir vous avez compris? Et pendant ce temps, dans le département de l'Ouémé, la police républicaine opte pour une nouvelle sensibilisation en ce qui concerne le non-port de casque par les passagers de moto. Par contre, toutes les autres infractions routières ont été sanctionnées avec la dernière rigueur. Après plusieurs opérations menées sur le terrain, le directeur départemental de la police républicaine fait le bilan des premiers jours de la répression. Nous allons suivre. Nous avons lancé l'opération tant annoncée pour le 1er mars. Nous avons fait ça le matin, nous avons répété le même exercice le soir
Pour les motocyclistes qui prennent des clients derrière, nous avons descendu systématiquement les clients qui sont derrière, qui n'ont pas porté de casque. Et nous leur avons rappelé que l'infraction venait d'une contravention qu'ils vont commencer par payer incessamment. Ça, c'est pour leur donner un délai de grâce, pour leur montrer que nous sommes quand même à l'écoute de la population, pour donner le temps à ceux qui ne se sont pas encore procurés les casques de s'en procurer. Donc nous avons vu que beaucoup se sont déjà procurés les casques et ils portent ça derrière les motos. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui n'ont pas encore les casques. Donc nous exhortons les parents d'élèves à procurer les casques pour les enfants, car c'est le bénin de demain. Les autres infractions liées au code de la route, telles que les surcharges, les non-ports de casque par le conducteur de moto, l'essence interdite, le non-respect des feux tricolores, le non-respect des couleurs de circulation ont été réprimés et les motos ont été retirés de la circulation pour que les gens aillent payer les contraventions afin de retirer leurs motos. Donc globalement, l'opération a démarré effectivement et va se poursuivre dans la durée. Si les gens, on les prend, ils payent la contravention. Quand on va les prendre N fois, ils vont payer N contraventions. Et ça va leur permettre de rentrer dans les rangs. Maintenant, nous allons renvoyer les gens au test et même au cas à l'élite pour voir que si on prend quelqu'un qui est en cas de récidive, qu'est-ce que la personne encourt. Ils vont comprendre. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, nous invitons la population à avoir un comportement citoyen et pour respecter les règles de la circulation routière pour que nos routes soient sécurisées. Quand on sort, chacun va aller et revenir tranquillement dans la paix. Parlons santé à présent dans le but de renforcer leur efficacité afin d'améliorer la santé des populations grâce à la synergie des médecines traditionnelles et modernes. Les tradithérapeutes se sont réunis pour échanger. La rencontre a eu lieu au musée des feuilles de feu Philibert Kossi Dosuyovo à Porto Novo. C'est une initiative de Dr Omer Dosuyovo, président de l'association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies. Reportage. Nous avons lancé l'opération. Au cœur de cette rencontre, des tradithérapeutes ici au musée de la feuille du feu Philibert Kossi Dosuyovo à Porto Novo, la question de la complémentarité entre la médecine conventionnelle et celle traditionnelle. Longtemps accusée d'être dépourvue de règles, la médecine traditionnelle a pourtant fait ses preuves à travers les époques et reste aujourd'hui le premier recours sanitaire des populations en cas de maladie. C'est au regard de ce constat que l'Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies du Dr Omer Dosuyovo a initié cette rencontre d'échange afin de consolider l'efficacité et la complémentarité de ces deux ordres de médecine. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que les tradithérapeutes qui sont détenteurs de savoirs endogènes et qui fabriquent beaucoup de produits, beaucoup de médicaments pour les patients, puissent travailler avec les médecins afin qu'on puisse savoir effectivement qu'eux-mêmes peuvent avoir la preuve du traitement qu'ils font. Parce qu'un patient qui se présente à eux et qui a des problèmes, nous pensons qu'il faut qu'ils essaient de travailler avec les agents de santé qui sont dans leur localité afin que les diagnostics soient posés correctement et que les bons produits soient administrés. Après des communications relatives aux avantages de la collaboration entre la médecine moderne et celle traditionnelle, les acteurs de cette filière ont adressé un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Santé et du chef de l'État. Nous faisons ce plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que les tests de toxicité qui sont exigés et qui doivent être exigés à tous les produits traditionnels, que ces tests soient vraiment subventionnés, sinon devenus gratuits, afin que les médicaments que les gens utilisent, parce que 80% des populations, de nos populations, d'après l'OMS, vont d'abord auprès des guérisseurs traditionnels avant d'aller à l'hôpital. Et donc, ces 80%, il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils prennent. Il faut que les médicaments, les produits qu'ils prennent au niveau des guérisseurs soient des médicaments sûrs. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus évoluer sans la médecine traditionnelle. D'où la complémentarité initiée par notre père Philibert Kossi Dosuyovo à Porto Novo ici. Je voudrais renforcer le plaidoyer de mon frère, le docteur Omer Dosuyovo, en invitant effectivement les pouvoirs publics à jeter un regard bienveillant sur notre médecine traditionnelle, ne serait-ce que pour nous amener à réussir à faire les tests élémentaires de toxicité, de screening pour les médicaments traditionnels améliorés que nous faisons. À partir de cette rencontre, les participants espèrent fortement
qu'un nouveau partenariat naisse entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour le bien-être des populations. Pour avoir une bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il faut qu'il y ait l'amour entre les deux structures et la foi. Nous devons croire en ce que nous faisons pour avancer. Et il faut que le médecin traditionnel se joigne aux médecins modernes pour que la population béninoise se sente à l'aise. Cette rencontre a été clôturée par la visite du musée de la feuille du feu Philbert Kossi d'Ossouovo, où sont exposés des produits de la médecine traditionnelle. Nous allons à présent aborder l'un des sujets brûlants de l'actualité politique. La plateforme électorale des OSC du Bénin vient de faire une déclaration d'urgence sur la modification du code électoral actuellement en plénière à l'Assemblée nationale. Selon cette plateforme, la démarche empruntée pour l'amendement du code électoral est similaire à celle de 2019. Par conséquent, elle suggère fortement que l'examen soit purement et simplement suspendu. C'est à travers une déclaration faite ce mardi 5 février 2024. Nous allons suivre les explications de la présidente. Dans sa déclaration du 22 février 2024, la plateforme électorale des organisations de la société civile coordonnée par ONEP Bénin, invitait les acteurs habilités, notamment les députés de l'Assemblée nationale, à privilégier l'inclusivité dans la démarche d'amendement du code électoral pour une stabilité de la loi. À cet effet, en vertu de l'article 34.7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la plateforme électorale a sollicité, sans suite, l'opportunité de contribuer aux travaux en commission des lois en vue de l'examen en plénière du code électoral. Contre toute attente, la plateforme électorale constate que la démarche empruntée pour l'amendement du code électoral est similaire à celle de 2019. Pire, des retours obtenus par voie de presse informent de ce que la proposition en cours d'approbation en plénière comporte des dispositions de durcissement de la loi électorale qui portaient déjà des gemmes d'exclusion et de conflit dénoncés par tous les acteurs. Cet état de choses augmente les craintes de la plateforme électorale car les points qui nécessitent débat, selon elle, sont nombreux. En ce qui concerne, par exemple, les élus qui doivent parrainer, s'il est vrai que les élus parlementaires et communaux dont les mandats seraient échus début 2026 seraient peu légitimes à parrainer les futurs candidats à la présidentielle 2026, il est d'autant plus vrai que de nouveaux élus communaux de 2026, encore dans les liens de contentieux électoral, soient peu légitimes pour parrainer. Au regard des préoccupations sus-évoquées et qui ne sont pas exhaustives, la plateforme électorale craint que la loi électorale qui sera issue du processus actuellement en cours au Parlement, au lieu de régler les problèmes existants, n'envenime la situation et crée davantage de conflits parmi les acteurs politiques et des dégâts pour l'ensemble de la nation. En conséquence, la plateforme électorale suggère fortement que l'examen de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral soit purement et simplement suspendu et programmé à une session ultérieure pour permettre des débats inclusifs au-delà de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est par cette déclaration urgente de la plateforme électorale des OSC du Bénin que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.